Salut à tous, aujourd'hui on va attaquer du dense, du lourd, du complexe, mais du très intéressant, puisqu'aujourd'hui on va parler de contraception. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur, tant on peut lire tout et n'importe quoi sur internet. Et il me semble qu'il est fondamental que chacun ait un minimum de connaissances, puisque l'ignorance sur ce sujet précis peut amener à des conséquences désastreuses. Si tu ne le faisais pas jusqu'ici, partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux préférés, c'est vraiment important. Devant la masse d'informations nécessaires pour traiter le sujet, j'ai décidé de scinder cette vidéo en 3 parties. La première, sur le cycle féminin, l'anatomie de la femme et la fertilité féminine. La deuxième, sur la création du sperme et l'anatomie masculine. Enfin, la troisième, sur les méthodes de contraception et de stérilisation existantes à l'heure actuelle, qu'elles soient efficaces ou non. Et cette introduction est déjà beaucoup trop longue, donc du coup, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de la femme. Pas la femme au sens culturel et sociologique du terme, bien qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais la femme d'un point de vue biologique. Les êtres humains se distinguent par leur sexe. Chaque sexe est défini par plusieurs caractéristiques. La génétique, avec les chromosomes XX chez la femme et XY chez l'homme. Les gonades qui produisent des gamètes, donc les ovaires chez la femme qui produisent des ovocytes qui deviendront les ovules, et les testicules chez l'homme qui produisent des spermatozoïdes, les organes génitaux externes, à savoir la vulve et le vagin chez la femme et le pénis chez l'homme, les hormones sexuelles, œstrogène et progestérone principalement chez la femme et testostérone principalement chez l'homme, et enfin les caractères sexuels secondaires qui apparaissent à la puberté et que sont chez la femme l'apparition d'une glande mammaire et son développement, la pilosité axillaire et pubienne, ainsi que l'apparition des règles, et chez l'homme, le grossissement des testicules et du pénis, la mue de la voix et l'apparition de la pilosité. La femme a donc 2 chromosomes XX, des ovaires qui produisent des ovocytes qui deviendront des ovules, sous l'influence de la progestérone et des œstrogènes. Elle a des seins, des poils sous les bras et au niveau du pubis, un utérus, des trompes, un vagin et une vulve. Jusqu'ici, normalement, je ne vous apprends rien, mais on va quand même retourner faire un tour du côté de l'anatomie. L'appareil génital féminin est complètement dissocié de l'appareil urinaire, contrairement à l'homme. Il se situe en quasi-intégralité à l'intérieur du corps, dans le petit bassin, ce qui permet à l'utérus d'être protégé quand il porte un fœtus. Vous imaginez bien que ça aurait été moins facile de porter un bébé dans nos couilles. Nous allons commencer dans le milieu extérieur avec le vagin. Et oui, le vagin correspond au milieu extérieur, car tu peux mettre tes doigts dedans. C'est également le cas de tout le tube digestif. C'est un cylindre d'environ 10 cm sur 5, très extensible et résistant, et bardé de petits capteurs prêts à être stimulés au cours d'un rapport sexuel. Voilà pourquoi, messieurs, la taille, on s'en fiche un peu. Vos 12 ou 13 cm sont amplement suffisants pour remplir madame entièrement. L'utérus est une grosse poche épaisse qui sert de réceptacle aux produits de la fécondation. L'œuf fécondé vient s'implanter dans la muqueuse utérine maternelle pour s'alimenter en nutriments et en oxygène via cette muqueuse par ce qu'on appellera le cordon ombilical. Les trompes sont en continuité avec l'utérus. Elles ont pour rôle de capter les ovocytes produits par les ovaires et de les amener jusqu'à la zone de fécondation. Ce sont 2 petits tubes munis de franges à leur extrémité pour capturer les ovocytes. Elles ne sont pas collées aux ovaires, ce qui explique que parfois les ovocytes aillent se perdre dans la cavité pelvienne. Oui, je pars explorer le monde. Les trompes comportent du côté utérin une zone un peu plus large, l'ampoule, qui est une espèce de petit nid douillet à gamètes et qui sert à la fécondation. Ce sont ces ovaires qui produisent les ovocytes qui deviendront les ovules au cours de leur maturation. Le vagin s'ouvre sur la vulve, organe très méconnu que je m'en vais vous détailler. De dehors en dedans, on retrouve les grandes lèvres dont la face externe est constituée de peau et la face interne de muqueuse. Puis les petites lèvres dont la confluence en haut donne naissance au... Oui, vous l'avez, au clitoris, tout à fait. Donc, messieurs, inutile de malaxer nos grandes lèvres en espérant nous faire jouir. Là où tout se passe, c'est ici. Voilà, ici. Et d'ailleurs, pour votre culture générale, bien que ce ne soit pas le sujet de la vidéo, le clitoris en entier, ça ressemble à ça.
Et c'est à l'intérieur des petites lèvres que commence véritablement le vagin. Il est également temps de démystifier quelque chose de très méconnu aussi, l'hymen. L'hymen, c'est une membrane de muqueuse, plus ou moins ouverte, qui couvre partiellement l'entrée du vagin. Partiellement. Ça a donc l'aspect d'une membrane percée, plus ou moins grande, plus ou moins extensible et plus ou moins solide. Ah, donc déterminer si une femme est vierge en vérifiant l'intégrité de l'hymen. Eh bien, c'est une grosse connerie. On peut très bien avoir un hymen déjà rompu au moment du premier rapport sexuel. De la même manière, on peut très bien mettre un doigt ou un tampon dans le vagin d'une vierge sans que l'hymen ne soit touché ni rompu. On peut même avoir un rapport sexuel sans que l'hymen ne soit percé. Ah merde! Mais nous, on se servait de cette technique pour être sûr que les femmes resteraient vierges jusqu'au mariage. Heureusement que vous faites plus ça de nos jours. Malheureusement, Hippocrate, cette pratique existe toujours, et bien nombreux sont les malins qui pensent pouvoir déterminer la virginité d'une femme en examinant son hymen ou la présence de sang lors du premier rapport. Alors une bonne fois pour toutes, messieurs, premièrement, ce qu'une femme fait de son corps, que ce soit votre fille ou votre promise, ça ne vous regarde pas, ça la regarde elle. Et deuxièmement, cette méthode est à peu près aussi fiable que d'utiliser une boussole juste à côté d'un aimant. Donc oubliez. Merci. Bon, ça, si vous êtes une femme ou que vous en avez déjà touché une, ou tout simplement que vous n'avez pas séché l'intégralité des cours de SVT au collège, ça devait être relativement bien clair pour vous. Maintenant, on va attaquer la partie un petit peu plus difficile avec le cycle menstruel. Alors, je précise tout de suite que j'ai beaucoup simplifié cette partie parce que c'est très complexe et qu'on n'a pas besoin de tout connaître pour comprendre comment fonctionne un implant ou une pilule. Mais j'ai mis l'essentiel et vous allez voir, c'est déjà assez dense. Le cycle menstruel féminin dure environ 28 jours. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. On a une première phase dite folliculaire où les ovocytes grandissent et maturent, qui est à peu près de 2 semaines mais reste très variable. Puis une seconde phase appelée phase lutéale qui dure invariablement 14 jours, ni plus ni moins, et qui permet à l'endomètre, la muqueuse utérine, de se préparer à accueillir un éventuel embryon issu d'une fécondation. Si, au bout de ces 28 jours de cycle, aucun embryon ne s'est implanté dans la muqueuse, elle devient inutile et à ce moment-là va se détacher et tomber sous forme de règles au début du cycle suivant. Les règles, ce n'est donc pas que du sang, c'est du sang, mais c'est surtout les morceaux de la muqueuse utérine, donc de l'intérieur de l'utérus, qui tombent car ils ne sont pas utilisés pour permettre la nidation de l'œuf fécondé. Bah quoi? Rien, je me demande juste si je suis très con ou si c'est toi qui racontes n'importe quoi. On n'avait pas du tout cette théorie à l'époque. Mais maintenant que j'y repense, ça paraît complètement stupide et je vais avoir l'air tellement débile si je l'explique maintenant. Oh bah non, vas-y, on sera bienveillant. Et puis de toute façon, t'es plus vraiment à ça près, hein. Ah, c'est facile ça. Bon, en gros, on pensait que les règles étaient composées du sang qui circule dans les veines. Du coup, ça devait être à cause d'un excès de sang que celui-ci coulait chez les femmes. Et comme les femmes sont plus chaudes et plus humides que les hommes... Attends, ça sort d'où ça? De ma théorie des humeurs. Les corps ont 4 caractéristiques. Chaud, froid, humide et sec. Les hommes sont froids et secs et les femmes chaudes et humides. C'est comme ça, bref. Du coup, vu que les femmes ont plus de graisse que les hommes, elles retiennent plus l'eau, donc elles sont plus humides. En plus, elles font moins de sport que les hommes, donc elles transpirent moins et elles évacuent moins d'eau. Donc on s'était dit que le sang qu'elles perdaient, c'était juste le trop-plein qui s'accumule et qui finit par s'échapper. T'avais raison, c'est complètement con. Ah, je t'avais prévenu. Non, le truc de la muqueuse qui grandit de manière cyclique et tombe quand elle n'est pas utilisée, ça paraît quand même vachement plus logique. Comme on l'a déjà dit, il y a principalement 2 hormones qui influencent le cycle menstruel. Les œstrogènes, avec l'œstradiol en particulier, et la progestérone. Ces 2 hormones sont produites par l'ovaire, mais sous l'influence d'une petite glande située dans le cerveau et qu'on appelle l'hypophyse. Oui, ça on connaissait. Ça ressemble à une paire de couilles, mais rien à voir. Cette hypophyse est un petit peu le centre des opérations de toutes les hormones du corps. Elle en produit beaucoup, en stimule beaucoup, et pour ce qui est du cycle menstruel, elle va sécréter la FSH, ou Folliculo-Stimulating Hormone, et la LH, ou Luteinizing Hormone. La FSH a pour rôle de faire grossir les follicules, ces poches dans lesquelles on trouve les ovules, pour en choisir un, le plus beau, qui servira à l'ovulation.
A contrario, la LH n'a pas de rôle direct sur l'utérus ou les ovocytes. Elle va agir sur l'ovaire pour le faire sécréter les hormones dont on a parlé, l'œstradiol et la progestérone. Globalement, on peut dire que l'œstradiol est l'hormone de l'ovulation. Elle connaît un pic juste avant le 14e jour pour déclencher l'ovulation, ce qui augmente la température corporelle de moins de 1 degré, une hausse qui n'est même pas perçue par la femme. Après l'expulsion de l'ovocyte, l'ovaire crée, avec ce qui reste du follicule, la poche dans laquelle était l'ovule, ce qu'on appelle le corps jaune. C'est une structure produite grâce au précédent pic de LH qui va produire d'autres hormones pour empêcher toute autre ovulation et donc empêcher que la femme retombe enceinte pendant sa grossesse. Oui, car luteus, en latin, ça veut dire jaune. L'hormone lutéinisante, c'est celle qui fait du jaune, qui donne naissance au corps jaune. La progestérone est l'hormone de la phase lutéale. Elle augmente progressivement tout le long de la deuxième partie du cycle pour chuter brutalement à la fin, entraînant ainsi l'apparition des règles. En effet, c'est la progestérone qui maintient la muqueuse utérine en place. Avec la chute de progestérone, la muqueuse ne tient plus dans l'utérus, tombe et cela favorise l'apparition des règles. C'est donc l'hormone qui va permettre à la grossesse d'avoir lieu. Elle va maintenir la muqueuse utérine en place, empêcher les contractions de l'utérus trop précoces et elle va aussi épaissir la glaire cervicale produite par le col de l'utérus pour empêcher les spermatozoïdes de rentrer dans l'utérus et de féconder un autre ovocyte et donc de déclencher une deuxième grossesse dans la grossesse. Mais pourquoi diable la progestérone continue-t-elle d'être sécrétée pendant la grossesse alors qu'elle devrait chuter brutalement à la fin du cycle? Eh bien, on en a parlé tout à l'heure, c'est grâce au corps jaune. Ce mini-organe, issu de ce qui restait du follicule, va se mettre à sécréter une nouvelle hormone, promis, c'est la dernière, la bêta-HCG ou hormone chorionique gonadotrope, qui va donc faire sécréter à l'ovaire de la progestérone en continu pendant toute la grossesse pour maintenir la muqueuse utérine stable. Et c'est d'ailleurs cette hormone-là que l'on cherche dans les tests urinaires ou sanguins pour savoir si une femme est enceinte. La présence de bêta-HCG dans le sang signe la présence d'un corps jaune et donc d'une grossesse. Voilà, c'était tout pour le cycle menstruel et l'anatomie génitale féminine. Je sais que cet épisode était un peu plus complexe et un peu plus dense, peut-être aussi un peu moins fun que les autres, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite pour parler de zizi et de spermatozoïdes. D'ici là, sortez couverts. N'oubliez pas que ces vidéos sont un support ludique et pédagogique, mais ne remplacent en aucun cas une consultation médicale. Hop hop hop, ne pars pas tout de suite. Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si tu l'as aimée, eh bien tu peux la partager sur tes réseaux sociaux préférés, et nous retrouver avec Fantine et Hippocrate sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo, et activer la cloche pour avoir une notification dès qu'elles sortiront. A plus!